l'existence et de la connaissance et conçoit la sagesse comme une manière d'anticiper la mort en apprenant à se séparer dès cette vie-ci de notre attache corporelle. Il semble que la mort est un raccourci qui nous mène au but, puisque, tant que nous aurons le corps associé à la raison dans notre recherche et que notre âme sera contaminée par un tel mal, nous n'atteindrons jamais complètement ce que nous désirons et nous disons que l'objet de nos désirs, c'est la vérité. Car le corps nous cause 1000 difficultés par la nécessité où nous sommes de le nourrir. Qu'avec cela, des maladies surviennent, nous voilà entravés dans notre chasse au réel. Il nous remplit d'amour, de désirs, de craintes, de chimères de toutes sortes, d'innombrables sottises, si bien que, comme on dit, il nous ôte vraiment et réellement toute possibilité de penser. Guerre, dissension, bataille, c'est le corps seul et ses appétits qui en sont cause. Car on ne fait la guerre que pour ramasser des richesses et nous sommes forcés d'en amasser à cause du corps, dont le service nous tient en esclavage. La conséquence de tout cela, c'est que nous n'avons pas de loisirs à consacrer à la philosophie. Mais le pire de tout, c'est que, même s'il nous laisse quelques loisirs et que nous nous mettions à examiner quelque chose, il intervient sans cesse dans nos recherches. Il jette le trouble et la confusion et nous paralyse au point qu'il nous rend incapables de discerner la vérité. Il nous est donc effectivement démontré que, si nous voulons jamais avoir une pure connaissance de quelque chose, il faut nous séparer de lui et regarder avec l'âme seule les choses en elles-mêmes. Nous n'aurons, semble-t-il, ce que nous désirons et prétendons aimer, la sagesse, qu'après notre mort, ainsi que notre raisonnement le prouve, mais pendant notre vie, non pas. Si en effet il est impossible, pendant que nous sommes avec le corps, de rien connaître purement de deux choses l'une, ou bien cette connaissance nous est absolument interdite, ou nous l'obtiendrons après la mort. Car alors l'âme sera seule elle-même sans le corps, mais auparavant, non pas. Tant que nous serons en vie, le meilleur moyen, semble-t-il, d'approcher de la connaissance, c'est de n'avoir, autant que possible, aucun commerce ni communion avec le corps, sauf en cas d'absolue nécessité, de ne point nous laisser contaminer de sa nature et de rester purs de ses souillures jusqu'à ce que Dieu nous en délivre. Quand nous nous serons ainsi purifiés, en nous débarrassant de la folie du corps, nous serons vraisemblablement en contact avec les choses pures et nous connaîtrons par nous-mêmes tout ce qui est sans mélange, et c'est en cela sûrement que consiste le vrai. Pour l'impur, il ne lui est pas permis d'atteindre le pur. Voilà, j'imagine, Simmias, ce que doivent penser et se dire entre eux tous les vrais amis du savoir. N'es-tu pas de cet avis ? Absolument, dit Simmias. Si cela est vrai, camarade, reprit Socrate, j'ai grand espoir qu'arrivé où je vais, j'y atteigne pleinement, si on le peut quelque part, ce qui a été l'objet essentiel de mes efforts pendant ma vie passée. Aussi, le voyage qui m'est imposé aujourd'hui suscite en moi une bonne espérance, comme en tout homme qui croit que sa pensée est préparée, comme si elle avait été purifiée. Cela est certain, dit Simmias. Or, purifier l'âme, n'est-ce pas justement, comme nous le disions tantôt, la séparer le plus possible du corps et l'habituer à se recueillir et à se ramasser en elle-même de toutes les parties du corps, et à vivre autant que possible dans la vie présente et dans la vie future, seule avec elle-même, dégagée du corps comme d'une chaîne. Assurément, dit-il. Et cet affranchissement et cette séparation de l'âme d'avec le corps, n'est-ce pas ce qu'on appelle la mort ? C'est exactement cela, dit-il. Mais délivrer l'âme, n'est-ce pas selon nous à ce but que les vrais philosophes et eux seuls aspirent ardemment et constamment, et n'est-ce pas justement à cet affranchissement et à cette séparation de l'âme et du corps que s'exercent les philosophes ? Est-ce vrai ?
Évidemment. Dès lors, comme je le disais en commençant, il serait ridicule qu'un homme qui, de son vivant, s'entraîne à vivre dans un état aussi voisin que possible de la mort, se révolte lorsque la mort se présente à lui. Ridicule, sans contredit. C'est donc un fait, Simmias, reprit Socrate, que les vrais philosophes s'exercent à mourir et qu'ils sont, de tous les hommes, ceux qui ont le moins peur de la mort. Que nous cherchons avec le corps, et que Platon avait quelques arguments pour dire que faire corps avec son corps, si je puis dire, est peut-être une grande folie. Alors, quelques éléments de contexte, donc là c'était le contexte culturel, contexte du texte. Eh bien c'est un très beau texte, pourquoi? Parce que c'est le moment où Platon vient, c'est la fin de sa vie, donc Platon 5e siècle avant Jésus-Christ, il a une longue vie, Platon, il est né en 470 et mort en 399, et c'est le moment où il vient d'être condamné par la cité démocratique, condamné pour impiété et corruption de la jeunesse, à boire la ciguë, et alors qu'on lui propose de s'enfuir et de partir secrètement, il décide d'affronter sa condamnation, et c'est le moment où ces jeunes disciples viennent le voir et disent « Mais partons, Platon, va-t'en » et il dit « Non, puisque je ne vais pas fuir maintenant, le but de toute ma vie, vous l'avez entendu, ça a été de m'arracher à mon corps, et bien au moment où ça arrive, je vais affronter ça avec courage. » Et il y a quelque chose de la posture chez Platon, dans la fin du texte en particulier, il est là devant des jeunes qui sont tristes, sont affligés de sa mort très prochaine, et il y a quelque chose de l'héroïsme du philosophe qui apprend à ses disciples à ne pas redouter la mort. C'est un long topos, souvenez-vous, vous avez sans doute le thème de Montaigne en tête, philosopher c'est apprendre à mourir, et bien c'est là que tout démarre. Encore un petit élément peut-être contextuel, oui, pour ne pas mal interpréter le texte, il faut savoir que il ne faut pas plaquer sur le dualisme platonicien, cette séparation de l'âme et du corps. Notre héritage judéo-chrétien, et le christianisme est venu après Platon réinterpréter, à utiliser Platon pour le réinterpréter, dans un sens qui est beaucoup plus moral, dans un sens qui est le corps lieu du péché, et c'est pour ça qu'il faut s'en extraire. Ce n'est pas du tout, on va le voir ici, le point de Platon. Platon est dans une culture en réalité où le corps et l'âme elle-même n'est pas dissociée. On est dans une culture grecque où les dieux, par exemple, ont un corps, et le geste platonicien est d'essayer de prendre une distance par rapport à cette culture qui confond, selon lui, l'âme et le corps, qui nous embrouille les choses, et d'apprendre à s'en séparer, mais non pas au nom d'un péché qui serait inscrit dans le corps, mais en vertu d'un projet philosophique, un projet de connaissance. Le corps est le lieu du brouillage entre le sensible et l'intelligible, et ce n'est donc pas en raison d'un argument, je dirais, éthique ou religieux qu'il faut purifier le corps. Non, il n'y a pas à purifier le corps, il faut s'en délivrer, s'en détacher. Donc ne mésinterprétons pas avec la culture. On voit bien comment est-ce que le christianisme a pu s'emparer des distinctions posées par Platon pour les reformuler et leur donner une autre signification, mais tâchons de le lire pour lui-même avec ses arguments. Donc voilà, à moins qu'il y ait, n'hésitez pas s'il y a la moindre question sur les éléments que je viens de vous apporter un petit peu rapidement. Voilà, ben voilà, ça commence. Est-ce qu'il y a un micro ou bien est-ce que... Non, c'est le mien. Ok, c'est le mien. Dans d'autres textes, Platon dira, dans le Phèdre notamment, dira que le corps, toujours dans le même sens, le corps est le tombeau de l'âme, c'est-à-dire ce qui la tient prisonnière, et il faut que l'âme s'en échappe. Donc il y a ce jeu sémantique du soma, qui est un séma, un signe, une expression. Le corps, c'est ce qui me permet d'exprimer ma pensée, mais c'est peut-être aussi ce qui la perd, parce que je ne peux pas l'exprimer de manière purifiée, les mots nous perdent, nous égarent, et donc il y a ce jeu de mots soma-séma. Voilà, je propose... Contaminés par un tel mal, nous n'atteindrons jamais complètement ce que nous désirons. Et nous disons que l'objet de nos désirs, c'est la vérité. Le vrai, pas le faux. Elle cherche à démêler c'est la grande métaphore de la caverne, essayer de s'arracher aux opinions, à la doxa, pour atteindre la vision droite des choses. Et je dirais que l'enjeu du texte ici, c'est pas la définition de la vérité, c'est, disons, si on admet que nous cherchons la vérité, quels sont les moyens, quels sont les efforts que nous devons faire, et c'est la définition de ces efforts qui va être l'enjeu de ce texte, c'est-à-dire se dissocier de tout ce qui nous rattache au corps, qui embrouille les choses, parce qu'il met du sensible, il nous installe dans le visible, dans les illusions,
alors que la vérité est quelque chose qui ne bouge pas en fonction des moments, qui ne change pas en fonction des perspectives. Et donc c'est un présupposé, je dirais. C'est pas l'argument, vous avez raison, il le pose. Voilà. Si on va travailler compte tenu du fait qu'on cherche la vérité, est-ce que le corps doit être partie prenante de cette recherche ou est-ce qu'il faut s'en débarrasser? C'est ça l'enjeu. La réalité, parvenir à avoir une vision correcte et adéquate des choses. Mais là, pour nous, les choses, c'est quoi? C'est pas le monde sensible, c'est toute la métaphore d'idéal. Nous voyons des choses, nous voyons cette table, nous voyons ce lit qui sont des choses, mais nous les voyons selon des perspectives différentes. Le sensible nous égare. Le sensible, c'est ce qui bouge, ce qui se modifie. Il faut, si nous parvenons à reconnaître les choses, c'est parce qu'en fait, il y a des formes, ce qu'il appelle des formes, les idées. L'idée du lit qui nous permet de reconnaître les choses. L'idée de la table qui me permet de reconnaître la table. Et c'est en se détachant du sensible vers les idées des choses que nous allons atteindre leur réalité vraie, et c'est ça la vérité. Trouver la réalité, trouver la vraie réalité des choses, c'est-à-dire leur définition, leur essence, leur idée, leur forme pure. C'est ça la quête platonicienne. Politique. Et il dit de la même manière qu'il faut ordonner la cité politique, il faut ordonner ses passions, il faut la gouverner. Eh bien, nous devons gouverner le mixte que nous sommes. Un mixte à la fois de raison, il y a ces trois parties, il y a l'âme, le thumos, le cœur, et le statut des désirs. Il faut ordonner ces trois classes de la manière qu'on ordonne les classes dans la vie sociale. Voilà. C'est-à-dire que si nous désirons dès cette vie-ci, si nous aspirons à désembrouiller cette réalité qui est un mixte de vérité, d'illusion, d'opinion, si nous aspirons à gouverner nos désirs, c'est que nous avons une aspiration que nous avons connue dans une autre vie. Si nous reconnaissons le vrai, c'est que nous avons un vague souvenir d'avoir pu contempler peut-être les idées ou les essences dans une vie antérieure, et c'est le fait que c'est toute la théorie de la réincarnation de Platon qui est très compliquée. C'est les corps ont contemplé les idées, mais leur incarnation, c'est ils tombent dans ce monde-ci avec le vague souvenir. Et plus vous vous êtes approché du soleil et des idées, plus vous avez un désir ardent de retrouver cela dans ce monde-ci, de retrouver les essences. Un désir qui est contradictoire en réalité, qui est conflictuel. Nous sommes à la fois attachés par le corps à des besoins, nous sommes attachés au désir des choses. Il y a le besoin. Le désir est plus subtil que le besoin dans la mesure où il nous attache dans le sensible à des choses, dit Platon, qui sont à la fois de l'ordre de la jouissance, mais qui sont aussi de l'ordre de la beauté. Et c'est tout le désir nous entraîne progressivement, c'est ce qu'essaie de faire Platon, de nous attirer vers les formes belles et des formes belles vers ce qu'il appelle la vérité. Il y a toute une théorie platonicienne de l'esthétique, du sensible en réalité, et son idée, il faut bien voir, c'est toujours un peu à deux niveaux chez Socrate-Platon, c'est que il faut bien avoir en tête que pour Platon, le monde sensible est une pâle copie des essences. C'est-à-dire qu'il y a les essences, l'idée d'une table, l'idée d'un homme, et ce sont ces idées qui donnent forme à une matière dans le monde qui est le nôtre. Et nous sommes attirés par les belles choses, parce que la forme des belles choses nous donne l'idée derrière la beauté de leur idéalité, de leur réalité vraie, de leur essence. Et il a une formule pour dire, c'est pour ça que chez lui, par exemple, l'art est une copie de copie, c'est-à-dire que l'artiste est dans le faux. Pourquoi? Parce qu'il va copier, une table, la peinture d'une table, comme la table est déjà la représentation d'une idée, la peinture d'une table est la représentation d'une représentation. Et donc elle perd deux fois, je dirais, en qualité essentielle. Et donc, donc ce n'est pas par l'art qu'on va trouver la solution, c'est au contraire en s'élevant depuis les formes belles vers ce qui leur donne sens et leur donne consistance, c'est-à-dire les idées. Pour ce qui est de votre question sur l'idée que la philosophie c'est donner sens à la vie, je serais mais je dirais un petit peu réticent, c'est-à-dire que ce que Socrate nous dit là, c'est qu'il s'agit de trouver la vérité, la connaissance
Pour Socrate, si votre sens de la vie, c'est de vous adonner au théâtre, vous adonner à la mythologie, ou vous adonner même à la politique, même si c'est pour vous le sens de votre vie, il y a un égarement. Et pour Socrate, c'est uniquement si vous êtes accroché à la recherche du vrai que le sens et la vérité se réconcilient. Et pour les Grecs, c'est pas la vie d'après. Le héros est immortel. Pourquoi? Parce qu'il survit à la mémoire des hommes. Si Achille est immortel, c'est parce qu'il a, avec son courage, il a gagné l'immortalité, c'est-à-dire il est devenu un héros dont on se rappelle et dont on va garder la mémoire. Oui, d'accord. Mais, donc, premier point, l'immortalité n'est pas nécessairement pour un Grec une vie dans un au-delà dont la baisse, c'est pas très clair chez les Grecs, c'est pas très bien, premier point. Et deuxième point, vous avez tout à fait raison, mais dans ce texte-ci, Socrate propose une nouvelle voie de l'immortalisation, c'est une nouvelle belle mort. C'est-à-dire, les Grecs sont obsédés par la belle mort. Quand on meurt à 30, 40 ou 50 ans, on travaille à sa mort. C'est un enjeu. Et donc la belle mort est un grand thème grec. Et ce qui est assez beau dans ce passage, c'est que Socrate, c'est sans doute le premier, va tordre l'idée de la belle mort de l'héroïsme militaire dont vous parlez vers un héroïsme philosophique. Et ça va avoir un très très long avenir, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'une grande partie de l'Occident chrétien sort de là. Les monastères, c'est l'idée que vous travaillez dès cette vie-ci, d'une manière ou d'une autre, à vous immortaliser par la quête d'une vérité et non plus par la gloire militaire. Donc c'est une inflexion, je dirais, il ne faut pas nécessairement... Ce texte a du sens, même pour ceux qui ne croient pas à une vie dans l'au-delà. Socrate les appelle à une mort digne, c'est-à-dire une mort dans la lumière, dans la lucidité. C'est pas mal comme invention. Tout est bigarré. Socrate nous présente le monde des idées. Il dit qu'il y a des idées de toutes les choses dans ce monde-ci. Et ce que moi je trouve assez intéressant, c'est cette idée où il y a des idées, la philosophie cherche à définir des choses claires et distinctes dans ce monde-ci. Mais pour le distinguer des autres formes d'ascétisme, c'est que les autres formes d'ascétisme, me semble-t-il, ne sont pas des ascétismes nécessairement. C'est l'idée que le corps serait un lieu du mal, un lieu de la volupté, un lieu de... En fait, il n'y a pas une condamnation par Socrate du corps comme lieu moralement néfaste. C'est vraiment parce qu'il est attaché à connaître les choses. C'est une volonté de connaissance. Dans les ascèses, il y a parfois l'idée tout de même d'une condamnation du corps en tant que tel, comme jouissance. Lui, c'est uniquement parce que c'est quelque chose qui n'est pas pur en termes cognitifs qu'il veut s'en détacher. Dans les ascèses bouddhistes. C'est pour ça que la psyché, c'est ce qui anime, c'est le souffle quasiment qui anime le corps. Donc on est dans un univers où les deux sont entremêlés. Pour un grec, ce que dit Socrate là, c'est très obscur. Hein. Il était en train de former. Pour nous, c'est devenu une évidence. Derrière, il y aura une couche supplémentaire en termes de métaphysique. Il y a Descartes qui va arriver à la modernité et qui va dire il y a deux substances, la substance étendue, la substance pensante, et qui va en remettre une couche, toute la médecine moderne, notre dissociation de la psychologie. Donc, il y a derrière, pour nous, c'est devenu une évidence cette dissociation. Même si, je l'ai dit au début, nous sommes dans un moment peut-être d'un troisième âge où, au-delà de la séparation opérée par Platon, par le christianisme, etc., on retrouve ce que les Grecs connaissaient avant Platon. Mais pour les Grecs, à ce moment-là, c'était assez obscur. Et il faut bien avoir en tête que, je sentais votre scepticisme, mais pourquoi est-ce qu'il veut absolument... Imaginez-vous que Socrate, il était convaincu d'avoir découvert, avec cette idée des formes intelligibles, c'est comme si, un peu, il avait découvert, comme s'il avait découvert qu'on était dans Matrix, c'est-à-dire que nous sommes ici, dans l'illusion, et nous regardons les choses, nous croyons que c'est vrai, mais c'est pas du tout ça. Et donc, est-ce que si vous avez la conscience d'être, ou que les autres sont dans ce film Matrix, où on croit vivre des choses alors qu'on nous projette, eh bien, vous allez faire tout pour convaincre les autres que tout ceci est irréel, qu'il faut s'en émanciper. Et c'est un peu ça la conviction de Socrate. Deuxième chose que je voulais dire, il y a à la fin de ce passage, en tout cas, quand même une très belle envolée, cette idée que la philosophie, c'est s'exercer à mourir. Alors bien entendu, il y aurait d'autres traditions philosophiques qui diront au contraire, c'est s'exercer
vivre, c'est apprendre les plaisirs de la jouissance. Michel Onfray était là, porteur de cette grande tradition plutôt épicurienne, mais c'est quand même cette idée d'un exercice, de s'exercer à mourir, c'est un exercice, c'est-à-dire cette anticipation de la mort qui permet de ne pas avoir peur dans cette vie-ci de beaucoup de choses, qui permet une certaine souveraineté. C'est une définition héroïque de la philosophie, mais qui est tout de même assez saisissante. Oui, il a tenu jusqu'au bout. En renonçant, il renonce à partir. Hein, on lui proposait de partir. Voilà. Merci en tout cas de votre attention.